l'immobilier explose partout dans le monde, la bourse explose partout dans le monde, les cryptos explosent partout dans le monde, c'est de l'argent gratuit, on en déverse. Si à un moment donné, il y a un manque de confiance des particuliers, des sociétés envers une monnaie, une défiance envers la monnaie, c'est là où les cryptos pourraient littéralement prendre leur envol. C'est un peu comme dans des pays pauvres où il y a eu des crises économiques très fortes. Il y a un problème sur la monnaie, les gens quittent la monnaie et vont sur les crypto-monnaies. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut à tous, je suis aujourd'hui en présence de la Dream Team des cryptos, de la bourse, voilà, deux anciens invités qui se connaissent bien en tout cas, tous les deux, et que j'apprécie beaucoup et que vous avez aussi beaucoup apprécié sur La Martingale. Grégory Raymond et Nicolas Chéron. Salut les mecs, ça va ? Salut. Bon, alors, les deux reviennent de week-end compliqués, j'ai le droit de le dire ou pas? Mon avocat n'est pas ici. Voilà, mais ils ont l'air en forme, donc ça devrait aller. L'idée, Grégory, Nicolas, c'est qu'on se parle un peu de ce qui s'est passé sur les cryptos au sens large depuis le début de l'année. Et ce qui est marrant, c'est que on a préparé un peu cet épisode et puis on a dû le décaler, et puis depuis qu'on l'a décalé, il s'est passé plein de choses, et puis tu te dis voilà, il faut pas s'arrêter à l'instant T. Ce qui est plus intéressant dans ce qu'on va essayer de creuser aujourd'hui, si vous le voulez bien, c'est de se dire que en fait on analyse les mouvements, pourquoi, comment, pour peut-être en comprendre, en prévoir, je sais pas, justement, c'est toute la complexité, d'autres à venir, digérer un peu ces infos et voir aussi la maturité. Moi, ce qui m'intéresse, je fais pas autant ça sur les actions, je fais pas autant ça sur même l'immobilier, les mouvements à 6 mois, etc. Mais c'est que ça reste comme un asset financier qui est très jeune et qu'on comprend pas forcément toujours, ou qui est pas prévisible, parce qu'en fait il se passe des choses, quoi, des pays qui font des choses, des acteurs gigantesques qui font des choses, et puis qui rentrent, qui se retirent, voilà. Donc ça vous va un peu comme programme. On parle un peu du passé, un peu de là où ça en est là, et peut-être quelques intuitions ou réflexions sur le futur. C'est parfait. Ok. Alors moi je vais vous faire un peu une rétrospective à ma sauce en 2 secondes du premier semestre, tel que je l'ai vécu, pas tel que je suis pas expert, hein, mais donc voilà. Et j'avoue que sur mon fameux, on en a parlé, hein, du dollar cost averaging, moi je rentre sur les cryptos, donc toutes les semaines. Et il y a un moment où j'ai quand même un peu douté, quoi. Alors il se trouve que j'ai eu une chance inouïe, c'est que sur mon Ether, mes Ethereum, j'avais un stop, alors c'est pas un stop loss, mais un stop gain, j'imagine, je sais pas comment on appelle ça. Take profit, chez mon partenaire, que vous connaissez pour certains, à plus 400, mais que j'avais pas mis moi-même. Donc à plus 400%, voilà. Et il se trouve que le plus 400% est arrivé la veille ou l'avant-veille du gros drop. Donc du coup, j'ai vendu tous mes Ethers à ce moment-là, ce qui m'a quand même plutôt fait du bien, parce que du coup je les ai rachetés depuis, mais j'ai quand même attendu un peu. Mais quand ça a dégringolé, je m'en étais pas vraiment bien rendu compte, parce que justement dans le principe du dollar cost averaging, je suis pas forcément au quotidien, sinon voilà. Mais là j'aurais probablement fait des conneries, et là je les ai pas faites. En revanche sur le Bitcoin, j'ai pris ma claque comme tout le monde. Et il y a quand même un moment où j'étais super fébrile, et donc il y a eu ce mouvement des grands de la tech, en particulier Elon Musk, qui à un moment sonnait la fin de certaines choses. Je crois que c'était lié quand même à quelques... je sais pas, il liait ça lui en disant qu'il y avait quelques financements opaques, etc. Et que voilà. Et il y a un moment où c'est bien redescendu, et puis depuis c'est remonté, et puis là c'est un peu redescendu. Et voilà, j'ai eu juste l'impression, et je finirai là-dessus, que beaucoup de gens comme moi, les newbies des cryptos,
ont quand même un peu eu ce sentiment de vertige dont je parlais tout à l'heure et beaucoup d'hésitation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que... Tout ça, c'est inhérent au marché. Hein. De toute façon, on aura toujours des vertiges en étant dans les cryptos. Il va falloir attendre quelques années avant qu'il n'y ait plus ça. Mais je pense que Nicolas le dira mieux que moi. Mais là, ce qui se passe sur les cours, c'est avant tout technique. C'est boursier. Les fondamentaux des cryptos sont au top. Coinbase s'est introduit en bourse avec succès. Les grandes entreprises n'hésitent plus à mettre du Bitcoin dans leur trésorerie. On construit énormément autour d'Ethereum. Il y a tellement d'émulation dans le secteur que les concurrents d'Ethereum deviennent très prospères. Il y en a de partout, de différentes qualités, mais il y en a surtout des très bons. Donc les fondamentaux n'ont pas été ébranlés pendant le premier semestre? Pas du tout. Même plus. Et dernièrement, on a vu que le Salvador avait donné au Bitcoin la caractéristique d'une monnaie légale dans le pays. C'est la première fois dans l'histoire. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, normalement, aucun commerce ne pourra refuser les paiements en Bitcoin. Et ça veut dire aussi qu'on pourra payer ses impôts en Bitcoin là-bas. Alors c'est quand même, tu vois, c'est vrai hein, que comme ça, promoteur des fondamentaux, j'ai envie de dire philosophique du Bitcoin, je trouve ça extraordinaire et super chouette. Mais tu te dis là juste au moment où on a commencé à enregistrer, j'ai une notif qui me dit le Bitcoin a perdu 6,37% dans les 10 dernières heures. Je dis si je dois aller payer mes impôts ou faut choisir le bon moment pour payer tes impôts quand même. C'est une gymnastique intellectuelle un peu complexe. Oui, mais bon, au Salvador, ils sont trop dépendants du dollar. Ils n'ont pas de monnaie à part le dollar. Enfin, ils n'avaient pas de monnaie propre. Donc ça les aide différemment. Aussi pour leur diaspora qui est installée aux États-Unis. C'est plutôt pour le système de paiement de pair à pair que le Bitcoin a des avantages là-dedans. Mais pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, la baisse qu'on observe là actuellement, il faut dézoomer. Là aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut 43 000 $. Il y a 3 ans, ça valait 6 000 $. Il y a 3 ans encore, ça valait 200 $. C'est sûr qu'il y a des vertiges de temps en temps, mais si on dézoome sur le temps long, ça reste quand même l'un des actifs les plus porteurs de la décennie. Je vais pas dire du siècle, mais en tout cas, voilà, Nicolas pourra en dire, je pense, un peu plus que moi là-dessus. C'est de l'adoption long terme, en fait. On a eu cette discussion avec Grégory quand on était au salon dont je porte le t-shirt, le Surfing Bitcoin, à la fin du mois d'août. Il y a une adoption qui se met en place, qui a accéléré ces 3-4 dernières années, qui a encore accéléré en 2021 et qui a permis à ce que des dizaines, voire centaines de millions de personnes à travers la planète détiennent des cryptos et fassent monter la capitalisation boursière mondiale de l'ensemble des cryptos. Ce qu'il y a, c'est que quand on investit sur un actif, il faut regarder son historique pour essayer de mieux comprendre effectivement le passé, comme on est en train de le faire, et donc peut-être potentiellement comprendre également l'avenir. Le Bitcoin, depuis 2012, a perdu entre 30 et 86,9% exactement, à 12 reprises. Donc on sait que en quelques jours, quelques semaines parfois. Donc c'est un actif qui se veut ultra volatile, dont on doit en quelque sorte essayer d'extraire les vagues haussières ou baissières, ce qu'on appelle le bruit, et de regarder la tendance de fond. La tendance de fond, c'est qu'il monte pratiquement tous les ans, tout le temps, simplement avec une volatilité extrêmement forte dedans. Et là, il y a une différence fondamentale qu'on peut faire avec l'or, parce que souvent on va parler d'or numérique ou quelque chose comme ça, et en fait l'or n'a pas ces variations aussi importantes quand même. Oui, mais l'or est ce qu'on appelle la relique barbare. Il y a un consensus dans l'histoire de l'humanité pour faire de l'or une matière première de valeur. Le Bitcoin, il a que 12 ans. L'or, c'est des siècles et des siècles. Je pense que ça fait quoi, peut-être 4000 ans que l'or vaut quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Et donc nous, on est en train d'apprivoiser une nouvelle matière. Faut qu'il y ait un consensus mondial autour de la valeur du Bitcoin. Et ça viendra par l'adoption. Et alors, ce consensus mondial, moi, ce qui peut m'inquiéter là-dessus, c'est que... en fait, sur plein de choses, ça coche plein de cases et je vous suis vraiment là-dessus puisque j'y vais moi-même. Maintenant, je me dis si la Chine et les États-Unis sonnent la fin de la récré aussi et disent typiquement nous on veut plus que vous achetiez du Bitcoin, c'est plus légal. Alors la Chine, c'est déjà un peu le cas, je crois. Ouais, la Chine interdit le trading de crypto depuis 3 ans déjà, et là.
a durci sa politique par rapport aux mineurs de Bitcoin, enfin des mineurs de crypto plus largement. Dans certaines régions, voilà, on n'a plus le droit de faire tourner des mineurs, donc notamment les régions où il y a beaucoup d'énergie liée au charbon. Donc ça semble assez normal qu'on interdise le Bitcoin très charbonné. Mais ces gens-là sont allés dans d'autres pays à côté, notamment au Kazakhstan, où il y a des sources plus propres. Et et dans le même temps, aux États-Unis, on a relancé pas mal le mining, le minage. Et ces gens-là, ce sont des entrepreneurs. Qui apportent de la valeur à un État. Les États-Unis aujourd'hui sont très contents d'avoir les mineurs qui s'installent chez eux. C'est de la valeur en plus et ça permet aussi d'avoir un petit contrôle sur cette industrie. Donc, parce que tu le disais, finalement, le Salvador est trop dépendant du dollar, mais si le dollar est plus la monnaie reine, on a du chemin à faire, et encore une fois, il y a l'or et le dollar, c'est pas la même chose. Si on parle d'une monnaie refuge, c'est pas une monnaie quotidienne, mais je sais pas, vu la tendance actuelle aux États-Unis et en Chine, qui est plus faire un repli, maîtrise de ses assets, je me dis, moi, c'est peut-être la seule crainte que j'ai, je me dis, les problématiques du Bitcoin et des cryptos peuvent venir de là, je crois. Mais je finis 2 secondes. Il y avait un problème jusqu'à présent où la Chine concentrait 65% de la puissance de calcul du protocole Bitcoin. C'était un problème. 65%. C'était un problème. Là aujourd'hui, c'est beaucoup moins. On n'a pas encore les stats, on sait pas encore exactement, mais ça m'étonnerait pas qu'on descende en dessous de 50%. Pour aller donc dans d'autres pays, notamment les États-Unis. Et pour les partisans du Bitcoin, c'est extrêmement positif. Ça améliore la décentralisation. Donc les gens ont stressé, oui, quand on a entendu que la Chine allait faire débrancher des machines, mais sur le long terme, c'est extrêmement positif pour la décentralisation, pardon. Ouais, je suis complètement d'accord sur ce sujet-là. Alors c'est vrai que la Chine pendant des années a tapé sur le Bitcoin et qu'elle a eu un impact assez fort sur le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Mais c'est assez amusant ce qu'on a vu se mettre en place ces 3-4 derniers mois, c'est que si la Chine tape trop fort et veut se retirer du minage, etc., les Américains vont récupérer le lead. Donc en fait, la question n'est plus de savoir est-ce que la Chine et les États-Unis vont pressuriser les cryptos et les empêcher de continuer de se développer, mais peut-être va-t-il y avoir une course entre les deux. Ça va être à celui qui aide le plus à développer les cryptos. Sachant que tu peux difficilement... Alors les Chinois, ils sont quand même très forts pour empêcher des choses. Ouais, et quand même taper fort. Mais tu peux difficilement empêcher quelqu'un, j'allais dire, d'avoir de l'or, typiquement, dans une banque en Suisse, ou même si maintenant tu dois déclarer certaines choses, etc. Mais sur le Bitcoin, le principe même fondamental du Bitcoin fait que tu peux avoir des bitcoins sans que personne ne le sache, avec tes mots et tes mots sécurisés, etc., etc. Donc du coup, il y a quand même un truc, on peut t'empêcher de le trader en l'occurrence et finalement d'en acheter, d'en vendre sur des choses qui viennent sur des comptes en banque traçables, mais pas forcément d'en avoir. Oui, bien sûr, de pair à pair, on pourra jamais empêcher quelqu'un d'envoyer un bitcoin à une autre personne, ça c'est sûr. Ça me fait penser à un célèbre mème quand on parle de régulation, où on voit une prairie et au milieu un tout petit portail, et le petit portail représente la régulation. En fait, ça veut dire que c'est pas parce qu'on va interdire le Bitcoin que ça empêchera les gens de l'utiliser. Par contre, certes, si un grand pays type France, États-Unis dit la détention de Bitcoin est illégale, ça risque quand même de poser un petit problème, mais ça n'empêchera pas le protocole de fonctionner, ça ne lui fera pas perdre de valeur. Au contraire, ça montrera que les États ont peur, donc peut-être que ça permettra à certaines personnes qui ne le prenaient pas assez au sérieux avant de se dire « Ah là, si un État tape du poing sur la table à ce point-là, c'est que ça doit être important. » Aujourd'hui, les Américains sont pro-business et ils ont laissé les particuliers rentrer sur les crypto-monnaies, mais également les professionnels. On a des sociétés de gestion qui ont créé des produits sur le Bitcoin, ETF ou autres. On a des grandes banques qui en détiennent, qui font des analyses dessus, qui en achètent pour leurs clients. On a des clients institutionnels qui de plus en plus veulent avoir une part de Bitcoin afin d'avoir un petit peu de volatilité, ce qui fonctionne bien évidemment dans les deux sens, dans leur portefeuille. Je vois mal demain les États-Unis faire un pas en arrière et tuer un petit pan de leur économie boursière, financière. D'autant plus qu'on voit très bien le parallèle facile à faire entre les GAFA
et les crypto-monnaies, les paiements en ligne sur Internet. Toi, Grégory, nous, rédacteurs, créateurs de contenu, on le voit de plus en plus. On commence à voir des services de paiement en ligne, de rémunération de créateurs de contenu. Ça peut aller sur des systèmes de crypto-monnaies. Et on se dit que dans un monde de plus en plus digitalisé et tenu par les GAFA, il me paraît inconcevable que les États-Unis retirent ce fonctionnement, tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place. Il faudrait que le dollar subisse une catastrophe monétaire de la toute première importance pour qu'on veuille interdire le Bitcoin aux États-Unis. Ils trouveront toujours une manière. Là, il y a vraiment pas de problème. Et puis pardon, je te pose, mais je repense à si on revient sur des choses plus complexes et corporate, mais ces amendes qu'avait mis le gouvernement américain sur BNP parce qu'il traitait en dollars, en Iran, etc. Avant que tout ça se retourne d'un coup, il y aura quand même un arsenal législatif. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ils vont pas dire à tout le monde tout ce qu'on fait des choses en Bitcoin. Donc, je veux dire, il y aura quand même le temps de voir venir un certain nombre de choses. Et comme vous le disiez, finalement, quand tu vois le Salvador, d'autres pays qui commencent à s'y mettre, à un moment, plus il y en a, et puis plus ça sécurise un peu le Bitcoin, plus en plus il y a toujours un intérêt. Si c'est plus la Chine, c'est pas les États-Unis, ce sera peut-être les Européens, ce sera peut-être les pays émergents. À un moment, en fait, quelqu'un qui défendra toujours une voie un peu plus libre, philosophiquement aussi différente, quoi. Bien sûr. Mais pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il ne faut pas leur faire miroiter le fait que peut-être qu'un jour le Bitcoin sera interdit. Le Bitcoin aux États-Unis est d'ores et déjà considéré comme une sorte de matière première. Donc ça a été tranché, il n'y a pas trop de soucis. Là où il y a des zones d'ombre actuellement, là où on peut craindre des interdictions, des choses comme ça, c'est autour de la finance décentralisée. Là, il y a plein de protocoles DeFi qu'on se demande là s'ils vont pas se prendre une enquête de la SEC du jour au lendemain. Il y a des protocoles comme Uniswap qui permet d'échanger des actifs numériques sans intermédiaire. Voilà, la SEC est en train de regarder. C'est toutes ces choses-là. Par contre, la reine des cryptos... supprimer les notaires, supprimer tout un certain nombre d'acteurs qui sont là pour sécuriser des choses. Ils veulent éviter qu'on retransforme tout ça en Far West. C'est peut-être un peu ça ce que tu dis. Il y a un peu de ça, oui, parce que là, aujourd'hui, les acteurs qui sont dans la finance décentralisée, en fait, ils n'ont aucun interlocuteur en régulation, ils s'en fichent. Il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs pas de siège social. On a l'habitude de parler de Binance, qui est la plus grande plateforme d'échange, la plus grande bourse d'échange de crypto au monde. Ils n'ont pas de siège social. Si on veut porter plainte contre eux, parce qu'il y a par exemple du blanchiment, je ne sais quoi, en fait, on n'a pas d'adresse où envoyer la plainte, quoi. Donc ça pose un problème. En tout cas, du point de vue des régulateurs. Ouais. Mais le Bitcoin en lui-même et Ethereum, eux, n'ont pas de soucis particuliers à se faire. Et tu parles d'Ethereum, là, il y a aussi un sujet que je voulais aborder. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, donc sur les précédents cryptos. Donc si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, allez-y, il y en a plein qui sont passionnants. Mais Ethereum a aussi, contrairement au Bitcoin, est quand même utilisé pour plein d'autres raisons. Donc ce qui fait la valeur de tout ça. Donc après, typiquement, interdire le Bitcoin, je dirais, on vient de voir que c'était pas si évident et pas tout de suite et pas comme ça, mais interdire Ethereum, ça mettrait un souk phénoménal dans un nombre de business incroyables qui sont basés sur... Mais on pourrait pas, parce que Ethereum, c'est un protocole. C'est comme si on disait, on va interdire Internet parce qu'il y a des sites pédophiles dessus. Ça. En fait, on va interdire les sites pédophiles. Et là, on interdirait certains trucs développés sur Ethereum. Mais c'est un protocole neutre. Il n'y a pas de responsabilité légale. Il a besoin des mineurs, et les mineurs ont besoin d'être rémunérés pour que ça avance. C'est ce que je veux dire. Donc finalement, dans l'idée, il y a quand même besoin d'une économie autour d'Ethereum, quoi. Peut-être que c'est plus sûr que Bitcoin. Oui, mais bon, si on s'en prenait aux mineurs, ils pourraient s'installer dans un autre pays plus sûr. Non, c'est décentralisé, et tant qu'il y a un mineur, en fait, le protocole peut fonctionner. Donc, vu qu'il y en a des milliers et des milliers... Ça, si des États décident à un moment donné de mettre, par exemple, des impôts sur les plus-values plus importants sur les cryptos que d'autres, les gens vont tout simplement mettre leur compte dans d'autres États. Et c'est relativement facile aujourd'hui d'ouvrir des petits comptes bancaires, alors pas pour des grosses sommes, mais des petits comptes bancaires qui sont à droite à gauche, qui sont dans d'autres zones économiques, d'autres pays. Et en fait, s'il n'y a pas de cohésion, et on sait qu'il n'y a pas de cohésion mondiale en termes de finances, d'imposition, de choses comme ça, il est impossible en soi qu'il y ait une parole mondiale contre la crypto-monnaie. Il y aura toujours des pays qui seront intéressés pour accueillir les mineurs, quoi. Les avantages compétitifs de Ricardo, on en parle depuis des siècles, mais en économie maintenant, et ça fonctionne toujours. Plus certains vont taper dessus,
plus d'autres vont vouloir attirer les capitaux, les traders, les mineurs, etc. Donc c'est devenu aujourd'hui une économie tellement importante et tentaculaire et mondiale qu'on ne peut pas l'éteindre. Et les cryptos pèsent aujourd'hui plus de 2000 milliards de dollars, donc il y a forcément des pays qui sont intéressés pour capter une partie de cette richesse. Alors, vous me voyez faire la gueule, parce que du coup, au moment où je vous regarde, je regarde un peu mon Ether, qui a quand même pris en 2 jours, je sais pas, là je vois moins 10 sur la journée, donc je pense qu'hier elle a dû prendre au moins autant, donc voilà, ça fait partie de ces trucs un peu donc, que je regarde pas, fameux dollar cost averaging. Si je reprends, parce que tu es venu... Mathieu, c'est une bonne nouvelle pour toi quand ça baisse. Bah, ça veut dire que je vais puisque racheter tu moins fais cher. Du dollar cost averaging, donc c'est une bonne nouvelle. Exactement. Alors il se trouve que récemment, il s'est passé un truc, et tu vois, dans le côté que j'ai un peu caché, mesquin que je suis, mais je vais être transparent jusqu'au bout, c'est que dans ces logiques de dollar cost averaging, j'ai eu un refus de ma banque traditionnelle française à un moment en CB de prélèvement sur une carte. Donc il y a un moment où j'ai sauté quelques semaines parce que ça marchait plus, je m'en préoccupais pas trop. Puis du coup j'en ai remis une autre carte et puis là j'ai eu un autre refus. Donc là j'achète plus normalement, tu vois, c'est le mardi. Donc voilà, il va falloir que je m'y remette, mais voilà, donc il faut pas les louper quand même ces trucs-là. Mais tu es venu avec un graphique, Nicolas. Alors là c'est Bitcoin, c'est quoi? C'est depuis le début de l'année C'est Bitcoin depuis à peu près novembre, parce que 2020. Donc on comptait revenir un petit peu sur son passé. Et c'est vrai que post-crise du Covid, on a eu donc le gros trou d'air en mars 2001 sur les marchés financiers traditionnels et sur le Bitcoin. On a vu les marchés traditionnels et les crypto-monnaies remonter en fin d'année, je dirais jusqu'en novembre 2020. Et là, pour moi, il y a eu une sorte de découplage. À partir du moment où PayPal est entré dans la danse et a dit qu'ils acceptaient le Bitcoin, puis que dans la foulée, Elon Musk a parlé de paiement en Tesla en Bitcoin, etc., ça a changé la donne. Ça a presque donné au Bitcoin, à ce moment-là, une capacité d'être non corrélé au reste. Mais on constate, en voyant une séance comme aujourd'hui, avec des indices boursiers qui perdent 3% et les cryptos qui baissent dans la foulée, que la corrélation reste très forte. Mais on a eu une période en fin d'année dernière jusque mai où la classe des cryptos s'est envolée, le Bitcoin est allé à la hausse, toutes les altcoins également. Et ensuite, on a eu les fameuses attaques de la Chine, plus Elon Musk qui se retirait, qui faisait aussi, lui, l'appui et le beau temps. Et on a connu une correction, mais on voit très bien qu'après une correction de 50% et quelques semaines de latéralisation, les opérateurs reviennent à l'achat. Et au final, si on fait l'état des lieux de la performance du Bitcoin cette année, on a démarré pas loin des 20 000, on est à 43, ça fait plus de 100%, c'est absolument énorme. C'est mieux que les bourses. Oui. Alors c'est mieux que les bourses, la question que je pourrais avoir, c'est que tu dis que c'est corrélé. Un peu généralement avec l'ensemble de l'économie, mais souvent c'est mieux et c'est pire. C'est-à-dire que quand ça descend plus fort aussi. Ça veut dire que cet effet de valeur refuge qu'on peut espérer et pas. Et alors juste je le redis parce que nous on fait des analyses, on donne pas de conseils ici. Nous on fait nos tambouilles à nous parce qu'on essaye et que ça nous intéresse, mais l'idée c'est pas de dire qu'il faut que vous fassiez pareil. Mais moi c'est une question que je me pose. Est-ce que encore une fois, j'ai envie d'y croire à cette valeur refuge et de me dire, en fait, il y a un moment où si jamais tout se retourne, le Bitcoin va peut-être monter, quoi. Et on y croit à ça ou pas? Il n'y a pas à croire, en fait. On en revient à cette notion de consensus mondial autour de la valeur refuge. L'or n'est pas devenu une valeur refuge en un an. Il faudra des années. Il faudra des années pour ça. Mais pourquoi le Bitcoin, ça serait une valeur refuge? Ça serait tout simplement parce que c'est décentralisé et il y a 21 millions d'unités au maximum. Et l'or, pourquoi c'est une valeur refuge? Parce que une fois qu'on aura trouvé toute l'or sur Terre, il faudra se débrouiller avec ça. C'est juste pour ça. Et une fois que tout le monde aura bien intégré cette limite de l'offre du Bitcoin et pourquoi c'est très difficile à pirater et tout, là, il y aura un consensus mondial. Ça prendra un peu de temps. C'est ça, c'est tout. Très bien. Donc, je pense. Si moi je me dis que j'espère ça, c'est qu'en fait si tu prends l'or sur un certain nombre d'années, tu te dis finalement si ça le devient une monnaie ou une valeur refuge plutôt, évidemment on peut se dire que le sky is the limit, quoi, que le plafond il est peut-être à 200 000, à 400 000
1 million, j'en sais rien en fait. Oui, on verra. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à pirater Bitcoin et la valeur s'écroulera zéro. Voilà, bien sûr, c'est pas impossible. Là-dessus, on parle de plus en plus d'énormes progrès. Alors, aucun de nous est informaticien, génie, etc. Mais on parle beaucoup de progrès de l'informatique quantique et de choses comme ça. Est-ce que c'est des sujets qui ont été, j'imagine, analysés en profondeur ? Ah, c'est un grand sujet, mais là, pour le coup, je te recommande plutôt d'inviter Gilles Cadignan, le PDG de Woolit, qui a fait un superbe speech là-dessus à Surfing Bitcoin, où nous étions avec Nicolas. Mais ce qu'on peut dire, enfin moi, ce que je vois de ma fenêtre, c'est que le jour où on utilisera l'ordinateur quantique pour ce genre de choses, on aura inventé des blockchains quantiques. La technologie va s'adapter. Enfin, c'est la loi de Moore. Ouais. Donc je pense pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure, quoi. Très bien. On a vu à peu près tout ce qui s'était passé d'important dans les événements depuis novembre 2020. Ouais. J'ai loupé des choses. Je pense aussi. Enfin, on parlait beaucoup de Tesla, qui à un moment avait fait un revirement en arrêtant de proposer le paiement en Bitcoin pour acheter ses voitures. Mais le plus important, c'était pas ça. C'est le fait que Tesla ait acheté pour $1,5 milliard de Bitcoin pour le placer dans sa trésorerie. Certes, Elon Musk fait un peu des allers-retours sur le sujet du Bitcoin, mais sa société, Tesla, ils les ont gardés. Enfin, ils en ont vendu une toute petite partie, d'ailleurs pour gonfler un peu leurs bénéfices au deuxième trimestre de cette année. Donc le Bitcoin, ça leur a bien servi. Mais en tout cas, oui, ils n'y touchent pas, enfin pas trop, et ils ont fait ça pour le long terme. Et ça, c'est le plus important. Cette entreprise y croit. Et le gros des acteurs financiers, je crois qu'il y avait des Goldman Sachs, des JP Morgan, Bank of America, etc. Ceux-là, ils sont restés aussi. Ça, eux, ils investissent pour le compte de leurs riches clients. D'accord. Pas pour eux, pas en propre. Non. Y a, dans les boîtes qui en ont acheté, il y a des assureurs, il y a des choses comme ça. Mais l'entreprise principale, c'est Tesla. Et MicroStrategy, bien sûr, aussi. Ok. Moi, je voulais revenir juste sur le petit côté refuge. Est-ce que ça va se corréler, se décorréler au marché, etc. Nicolas Chéron, je précise, comme ça, qu'on ne reconnaisse pas toujours les voix. Voilà. Ce que je peux constater, c'est que ça fait 10 ans maintenant que les cryptos sont dans un super bull market, mais ça fait 10 ans que le marché action est lui aussi dans un bull market. La question, bull c'est... market, contrairement à bear market, voilà. On est dans un market très haussier. Bull market pour les acheteurs, c'est les taureaux, et bear market pour les ours qui sont baissiers. Et quid d'une baisse globale des marchés boursiers pendant 2-3 ans ? Quel serait l'impact sur les cryptos et peut-il y avoir découplage ? Voilà, ça c'est une question à laquelle peut-être on aura réponse dans les mois à venir si ça devient un peu houleux sur les marchés, etc. Après, ce qui joue en la faveur de Bitcoin, d'un petit peu de sa décorrélation, c'est tout simplement le nombre de nouveaux entrants à travers la planète qui veulent aujourd'hui investir en bourse au sens large et qui veulent pénétrer le marché crypto, qui reste un marché qui est pas très grand. Il faut donner des ordres de grandeur. La capitalisation boursière mondiale, c'est 120 000 milliards de dollars. Le PIB mondial, c'est autour de 100 000 milliards de dollars. Les cryptos, c'est 2 000 milliards de dollars. Ça reste une goutte d'eau pour l'instant. La question, c'est si, dans les années qui viennent, on a une adoption des projets qui continuent de se développer, etc., est-ce que ça peut pas valoir 4, 6, 8, 10 milliards de dollars ? Deuxième petite aparté que je voulais faire aussi sur le côté refuge et à quel moment les cryptos pourraient se découpler du reste, c'est un accident monétaire en quelque sorte. Aujourd'hui, on a des États qui sont endettés à 100, 150, 200, 300, 400% de leur PIB. Il n'y a plus du tout de limite. Jusqu'à 10 ans, on accordait une importance extrême à ces limites. Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Donc, pour reprendre ce que tu dis, le PIB, c'est le revenu annuel. Donc, il y a des États qui... alors, si vous vous mettez à votre place et que vous gagnez 50 000 euros par an, mettons, et que derrière, vous êtes endetté à hauteur de 55 000 euros par an, vous êtes à 110% de dépassement, enfin 10% de dépassement d'emprunt. Sauf que généralement, t'as pas forcément les revenus qui sont en face, comme dans l'immobilier, etc. Il faut pas t'inquiéter quand t'es un particulier et que tu dois 500 000 euros à ta banque, parce que généralement, t'as de quoi les payer, etc. Dans les États, c'est pas forcément pareil, donc c'est un peu inquiétant parce que historiquement, les États étaient toujours bénéficiaires, jusqu'à il y a 20, 30 ans, jusqu'aux années 80, quoi.
Et maintenant, on a des États qui se sont extrêmement endettés post-2008. Accentué par le Covid. Ouais. C'est les banques centrales qui ont pris le relais et qui sont aujourd'hui endettées à des niveaux fous. Ce qu'appelle hélicoptère money, notre ami Marc Fiorentino. C'est voilà, je distribue. Ah bah c'est un peu un Ponzi gigantesque actuellement. L'immobilier explose partout dans le monde, la bourse explose partout dans le monde, les cryptos explosent partout dans le monde. C'est de l'argent gratuit, on en déverse. Si à un moment donné, il y a un manque de confiance des particuliers, des sociétés envers une monnaie, une défiance envers la monnaie, c'est là où les cryptos pourraient littéralement prendre leur envol. C'est un peu comme dans des pays pauvres où il y a eu des crises économiques très fortes et où les gens sortaient l'Équateur ou d'autres, le Venezuela, la Turquie. Il y a un problème sur la monnaie, les gens quittent la monnaie et vont sur les crypto-monnaies. Et c'est là où en effet c'est tout ça difficile intellectuellement, c'est-à-dire que on a une tendance à se dire bon attends, si je pense qu'il va y avoir une crise, je vends tout, je vends finalement mes actions, je vends mon immobilier, je vends même potentiellement mes bitcoins, comme ça j'aurai du cash sur mon compte en banque. Mais si tu as une crise sur ta monnaie, si ton cash il vaut plus rien, en fait, ça on l'a jamais trop vu, mais si ton euro est dévalué ou etc., tu peux avoir ton cash qui est divisé par 10, mais ça alors que si t'es sur des cryptos ou sur d'autres assets qui ne sont pas divisés par 10, voilà, le tout c'est de savoir où est-ce que ça résiste potentiellement. Et moi aujourd'hui je sais pas, tu vois, je me dis en fait est-ce que c'est le cash, peut-être pas, est-ce que c'est l'IMO, est-ce que c'est les cryptos, mais on sait pas, et c'est pour ça que des personnes comme toi, moi, Grégory, je pense, préconisons la diversification. On sait qu'on ne sait pas, on est intéressé par les cryptos, donc on en veut dans nos portefeuilles avec un pourcentage qui doit être relatif aux humeurs de chacun. Mais on n'a pas d'idée sur est-ce que ça peut être détruit par les banques centrales, est-ce que ça peut être attaqué par les États. Bon, on l'a un peu couvert là, mais ça tient à tellement de choses, c'est extrêmement complexe en fait. Mais par rapport à la perte de valeur des monnaies traditionnelles, faut pas imaginer que demain le dollar ou l'euro puisse perdre 50% de leur valeur. Ça va être beaucoup plus progressif. Et il faut regarder les niveaux d'inflation. Là, par exemple, on se dirige a priori vers une période où il y aura plus d'inflation, en tout cas beaucoup plus que ces 10-20 dernières années. Le Bitcoin, c'est la première fois qu'il va être confronté à ça. Donc comment il va gérer ça ? Est-ce que les gens vont plus en profiter, vont avoir plus envie de se tourner vers lui parce qu'il y a de l'inflation ? C'est la première fois, on va voir. Autant personne ne se tournera vers le Bitcoin, mais c'est un exercice en conditions réelles par rapport à sa notion de valeur refuge dont il a besoin, je pense, pour améliorer sa démocratisation. En fait, ce qui est drôle, alors c'est un peu vrai sur tous les actifs financiers, mais peut-être qu'il y en a qui sont plus corrélés à de l'économie réelle, des actions, même si de temps en temps elles se déconnectent. Mais c'est que finalement, quand tu détiens des bitcoins, tu as intérêt à dire à tout le monde que c'est bien et qu'il faut comprendre, y aller et voilà, être un promoteur versus quand tu n'en détiens pas, à te dire j'y vais pas, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même autoréalisateur tout ça. Bien sûr, c'est un peu ce qu'on appelle le phénomène de réflexivité, quoi. À force de marteler que le Bitcoin est une valeur refuge, à la fin il le sera peut-être. Voilà, donc il faut que vous compreniez bien tout ça. Si vous en achetez, devenez promoteur, puis si vous en achetez pas, défoncez ceux qui l'ont fait. Voilà. Je vais pas vous dire dans quel camp aller, hein, mais il faut quand même juste souligner que c'est une expérience intellectuelle passionnante, le Bitcoin. Il faut pas forcément être promoteur du Bitcoin ou le détester, mais juste s'y intéresser. C'est la première fois qu'on a une monnaie décentralisée, solide, dans l'histoire du monde. Enfin, je pense que ça vaut le coup juste de se pencher dessus, de lire, de se renseigner, quoi. Ouais, de lire le fameux livret, alors comment on l'appelle, les 11 pages, où vous voyez... le livre blanc, le white paper. Le white paper, de comprendre d'écouter quelques épisodes de La Martingale où récemment on explique aussi comment en acheter, en avoir en propre, parce que en effet, intellectuellement, c'est encore autre chose que le détenir via des partenaires tiers. Et suivre un peu tout ça. Tu allais dire quelque chose ? Non. Sur les justement là-dessus, rapidement, il s'est passé aussi des choses au niveau français. Je crois un peu. Il y a l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et il y a des régulations qui viennent quand même petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a encore
peu de temps, c'était aussi un peu le Far West. Vous en parliez sur la Decentralized Finance, donc la finance décentralisée. Là, on régule petit à petit. Ça veut dire quoi et comment on les trouve? Là, en fait, aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui vend des cryptos au grand public, vous devez vous faire enregistrer en tant que PSN, et ça veut dire prestataire sur service d'actifs numériques. PSAN. PSN. Okay. Donc voilà. Donc si vous voulez acheter des cryptos, je vous recommande d'aller voir la liste des entreprises qui ont cet enregistrement. C'est l'assurance de pas vous faire arnaquer, quoi. Si vous connaissez pas le nom des entreprises, on peut en citer quelques-unes quand même. Il y a CoinHouse, il y a Bitpanda, il y a Paymium, il y a StackingSat. Enfin voilà, il y a plein d'entreprises qui sont très légites. Mais voilà, si vous connaissez pas, allez sur le site de l'AMF et vous aurez tout. Vous allez, vous tapez PSAN, PSN AMF et vous avez la liste blanche. C'est écrit, on mettra le lien dans l'épisode de la martingale, mais voilà, ça permet d'éviter parce que il y a quand même énormément d'intermédiaires. Alors, j'imagine qu'il y en a des sûrs et à l'étranger, etc. Mais certains un peu sulfureux, certains sur lesquels tu peux tout perdre, certains qui sont pas sécurisés suffisamment, sur lesquels tu risques de te faire hacker, etc. Enfin, voilà, donc c'est pas anodin. C'est ça. Et juste par expérience, évitez de cliquer sur les pubs où on vous propose d'acheter du Bitcoin sur Facebook, sur Twitter. Non, faites vos propres recherches, vous ne faites pas abuser par des pubs qui peuvent être des arnaques. Et de toute façon, l'expérience Bitcoin est tellement compliquée au début qu'il faut absolument se renseigner et pas juste cliquer sur un vieux lien sur Facebook. Non, renseignez-vous. Et alors, ça veut dire que j'imagine que ces prestataires vont quand même avoir une forme d'obligation légale de déclarer comme tous les partenaires que je peux avoir, d'ailleurs tous, je peux avoir sur Génération du Tout sur Self ou la Martingale, de déclarer tes actifs. J'ai vu dans mes déclarations d'impôts qu'aujourd'hui il y avait des choses qui étaient envoyées directement donc aux impôts. Donc là, ça veut dire qu'on a une forme de on perd une sorte de transparence. Alors, ça me semble normal de déclarer tes actifs, etc. C'est légalement obligatoire, mais avant, en fait, ce qui partait dans les cryptos et les bitcoins, c'était quand même un peu caché, quoi. Là, aujourd'hui, vous avez l'obligation, quand vous faites votre déclaration de revenus, de dire que vous avez un compte chez un courtier sur une plateforme d'échange crypto, si elle est à l'étranger. Par contre, si elle est en France, si elle a le fameux PSN, là vous en avez pas besoin. Mais oui, c'est autodéclaré, c'est déclaré par le partenaire. C'est pas lui qui déclare, mais disons qu'il y a une transmission des informations si jamais le fisc le demande. Faut pas croire que le fisc est directement branché sur vous. Mais il peut demander et avoir facilement l'information. Donc, si vous avez un compte sur Coinbase, Binance et compagnie, là, c'est à vous de faire la déclaration, de dire que vous avez un compte. Vous n'avez pas besoin de dire combien vous avez dessus. Par contre, quand vous faites une cession, donc vous vendez vos cryptos contre de l'euro, c'est cet acte qui génère une plus-value et c'est ça qu'il faudra déclarer. D'accord. Sauf à vouloir être un pirate de toute façon et aller sur des plateformes un peu sulfureuses à l'étranger et de ne rien déclarer, c'est le jeu de l'investissement. On investit en bourse, on investit en IMO, on déclare ses plus-values, on paye ses plus-values. Et puis, si on paye des plus-values, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'on a gagné de l'argent. Donc, concentrons-nous sur comment en gagner plus plutôt que d'éviter de payer des impôts sur les plus-values éventuelles. Et puis, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que plus tu vas chez un courtier à l'étranger, un peu sulfureux, etc., plus il peut être complexe de faire revenir le cash. Oui. T'as mis 1 000 € sur une plateforme, t'es à plus 100 000. Tu veux les rapatrier sur ta banque, tu fais un virement, et la banque, elle te dit monsieur, non, je n'accepte pas de virement de ce partenaire. Qu'est-ce donc ? Oui. Prouvez-moi votre livre de compte, prouvez-moi l'ensemble de vos transactions, etc. Si tu dois aller au Salvador pour le dépenser en baguette ça va faire beaucoup de... Ouais, j'ai eu quelques histoires de PDG d'entreprises en France ou à l'étranger qui, avec la hausse des cryptos ces dernières années, avaient fait des gains qui étaient à 6 ou 7 chiffres. Ça peut devenir très problématique à rapatrier, à valider, etc. Donc, plus dès le départ, on le fait proprement chez des partenaires de qualité, on paiera ses impôts, mais au moins tout sera clean, on pourra rapatrier, on pourra le transformer dans d'autres choses si on le souhaite. Donc c'est intéressant, ça veut dire que quand même ces dernières années, ces derniers mois en particulier, tout ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand même aussi pour les cryptos justement, mais ça
se normalise. Ça, quand je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose qui est plus une valeur grise. Enfin, on est plus dans le marché noir. Disons qu'aujourd'hui, c'est très facile de payer ses impôts sur les plus-values en crypto. Par contre, on a encore des problèmes de bancarisation, c'est-à-dire que, si vous voulez rapatrier des euros issus d'une plus-value, oui, une banque peut vous la refuser. Une entreprise, une start-up qui se lance sur les cryptos, elle peut avoir du mal à ouvrir un compte bancaire en France. Mais bon, par contre, pas de problème pour payer les taxes. Donc, il y a un peu un double jeu que je trouve un peu injuste, et d'ailleurs qui pousse énormément de start-up de grands talents à quitter la France. Ouais. À quitter la France, alors qu'on a parmi les meilleurs cryptographes, ingénieurs du monde. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics se saisissent un peu plus de ça. Ils n'ont pas assez creusé le sujet, donc ils préfèrent rester contre que pour. Mais malheureusement, là où la France pourrait encore une fois essayer de briller un petit peu, eh bien, on fait partie des États vieillissants qui préfèrent dire non, c'est pas bien, c'est de la spéculation, c'est pas propre, c'est pas clair. On n'a que des économistes qui passent à la télé avec les rengaines habituelles. C'est trop volatile, c'est pas une monnaie, c'est fait pour payer le marché noir. Je pense qu'avec les élections, ça va être aussi un truc sur lequel tout le monde va se lâcher. Ça devient usant. C'est les nouvelles technologies, c'est la digitalisation du monde. Les États-Unis sont en train de tout rafler. Et la France a la capacité. Ledger, qui est une des sociétés les plus connues pour détenir des cryptos, les garder de côté, c'est français. Oui. Et on pourrait être pionnier. Et malheureusement, on marque pas des points encore sur cette catégorie. Et on cite Ledger, mais maintenant, plus récemment, autour du secteur des NFT, il y a Sorare, qui est une société qui cartonne vraiment. C'est français. C'est une boîte mondiale. Enfin, voilà, il y a vraiment un terreau en France, ça serait dommage de ne pas l'exploiter, quoi. Très bien, donc il faut aussi légiférer potentiellement autour de pas que de la taxation, mais aussi de l'usage de la création de banques, de la création d'entreprises pour laisser éclore des champions français autour de ça. C'est ça, mais en fait en France, on régule avant vraiment de faire grandir une activité, tandis qu'aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse. Faites votre truc, on va vous donner des petits passe-droits pour que vous puissiez fonctionner, et après on régulera en fonction des besoins. Nous, c'est l'inverse, et ça freine un peu l'innovation. C'est Eric Carrel qui me disait ça. Vous connaissez Eric Carrel, le patron de WeThings, donc les balances connectées, bracelets, etc., et qui me disait, en fait, en France, on a une tendance à être un peu effrayé au début, et après des très gros adopteurs très rapides, plus vite que les autres, en fait. Alors j'avais pris le parallèle avec le vaccin, il m'a dit oui, j'avais pas pensé à ça, mais finalement c'est un peu ça. On rattrape tout le monde ensuite, mais au début on est très 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 suspicieux, et je pense qu'en effet, et souvent on loupe des choses, parce que du coup une fois que t'as pas été dans les boîtes qui ont commencé à ce moment-là, tu t'as loupé la croissance, et on file la croissance à d'autres. Donc en effet, il faut faire attention. C'est pour ça qu'en Europe, on est surtout connu pour être un supermarché de consommateurs, mais pas forcément des innovateurs. Très bien, donc on voit qu'il y a quand même des nouveautés assez intéressantes. On parle de quelle société? Donc tu as parlé de Sorare, on a parlé de Ledger. Il y en a d'autres à suivre en ce moment. Alors je voudrais là-dessus avoir vos avis sur certaines sociétés à suivre dans ces univers, et aussi certaines cryptos. Moi j'ai toujours cette approche qui est très axée Ether et Bitcoin. Je me dis en fait, avec des 80-20, le reste je m'en fous. Peut-être qu'il y en aura et je vais louper des trucs, mais il y a des choses sur lesquelles vous voulez pointer le doigt en ce moment. Disons que pour les entreprises en France, moi je parlerai en fait des courtiers de nouvelle génération, des choses comme StackingSat, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Ils sont en train d'adopter en plus la technologie Lightning Network, qui est en gros une surcouche au réseau Bitcoin, et qui permet de dépenser ses bitcoins pour des micro-paiements. C'est un peu la technologie qui va permettre d'acheter son café ou sa baguette avec du bitcoin. Alors que jusqu'à présent, c'était pas possible parce que les frais de transaction étaient trop élevés, le réseau était trop lent. Donc voilà. Et c'est une entreprise là qui se saisit de ça. Moi, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire. StackingSat. Et cette entreprise est spécialisée actuellement sur le DCA. Donc, quelque chose que vous appréciez tous les deux, visiblement. Et voilà, non, StackingSat et Sorare, oui, c'est les boîtes les plus visibles. Après, il y a une boîte intéressante qui s'appelle Woolit, qui fait de l'authentification de documents en s'appuyant sur la puissance de la blockchain Bitcoin. Alors, ils travaillent avec alors je vais peut-être confondre, mais des grandes marques de luxe pour certifier l'authenticité des montres. Super. Ce genre de choses. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, il y a
je suis désolé, par contre, on peut pas investir dans ces boîtes. Il y a pas de token, il y a pas de crypto. Je sais que tu attendais peut-être ça, Mathieu. Mais non, mais même en usage, je trouve ça après intéressant pour ceux qui nous écoutent. Puis après, voilà, comprendre ce qu'on peut utiliser, comment on peut les utiliser. Si on a des marchands qui nous écoutent ou des gens qui font des montres, enfin, tu vois, c'est juste se dire, ok, comment je mets le plein pied dedans. Tu vois, je veux absolument et je vais prochainement recevoir un expert ou une experte sur les NFT parce que c'est quand même j'ai vécu ma première expérience NFT par procuration. En l'occurrence, c'est vraiment je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais une procuration bien triste parce que mon beau-frère avait l'occasion d'acheter. Vous avez entendu parler de ce truc de Damien Hirst, qui est un artiste hyper connu mondialement, qui avait proposé une sorte de tirage au sort pour acheter un NFT qui ensuite te donnait droit à une œuvre, et tu choisis, soit tu gardes le NFT, soit tu peux récupérer une œuvre. Et mon beau-frère, un matin au petit-déj, en vacances, me dit faut pas que je dise lequel parce qu'il va se faire racketter, le pauvre. Et il me dit écoute, j'ai rien compris là, machin, etc. Comment on fait? Bon, moi j'ai jamais acheté de NFT, mais je me dis bref, c'est pas il y a des gens qui le font, ça doit être faisable, donc je cherche, je sais pas, ça me prend 45 minutes, mais on finit par lui acheter son machin. Et ça devait coûter un peu plus de $1000. Bon, il comprenait pas, mais il se disait, il y a quand même, attends, Damien Hirst, c'est quand même, lui, il est, enfin, non, je vais pas dire plus dans quoi il est, mais il est dans ses univers, il dit quand même, ça vaut le coup, etc. Et là, 2 mois après, il y a des NFT comme le sien qui se traitent à 140, enfin, fois 100, en fait, quoi, 140 000 ou quelque chose comme ça. Et là, tu te dis, est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que c'est et voilà, j'ai pas tout compris là-dedans, mais donc je pense qu'il faut comprendre quand même aujourd'hui tout ça. Alors Sorare, j'espère le recevoir sur Génération du Turcel, je vous le disais tout à l'heure, mais voilà, il faut comprendre ces choses-là. Et vous les comprenez un peu mieux que moi, je pense. Donc c'est pour ça que je vous pose ces questions. Et il y a une autre boîte intéressante française qui s'appelle Honest, qui fait du NFT, mais en gros le NFT, ça améliore la chaîne logistique. On a tous des problèmes avec Chronopost pour pas les nommer quand on se fait livrer un colis. Ouais, nommons-les au point où on en est. Et des fois en fait on vous dit on trouve plus votre colis. C'est un problème ça. Et en fait dans ce qu'a inventé Honest, qui travaille maintenant avec Cdiscount, c'est que à chaque personne qui transporte votre colis, en fait, récupère le NFT à chaque fois. Le NFT représente la responsabilité qu'il a vers le colis. En gros, là, c'est le seul NFT que personne n'a envie d'avoir. C'est clair, je te refile le bébé, quoi. C'est ça. Et en fait, voilà, on permet d'améliorer énormément la traçabilité dans la chaîne logistique. Et je trouve que c'est très innovant, ça. Après, c'est très B2B. Intéressant. Moi, ça me fait un peu penser au parallèle qu'on pourrait faire avec le marché action dans certaines phases de marché. C'est-à-dire qu'au début, après un krach boursier comme on a eu post-Covid, les gens vont acheter du safe. On va acheter les grosses boîtes. On va acheter du Total, du Airbus, du Air Liquide, etc. Et puis, une fois que la hausse va s'être réalisée sur ce pan du marché, on va aller sur quelque chose d'un plus volatile et spéculatif. Les small et les mid cap, des petites valeurs. Et puis, quand on a vraiment plus d'idées, en ce début d'année, là, on a eu les SPAC, donc une nouvelle façon de faire des introductions boursières. Et c'est à ce moment-là, les SPAC qui ont permis de la volatilité. Et on a vu tout le monde, comme un flux, une meute, changer de pan et aller trader sur une partie de plus en plus volatile, de plus en plus spéculative. C'est un peu pareil avec les cryptos en 3 phases. Première phase, tu vas aller sur du safe, tu vas aller sur Bitcoin, Ethereum. Deuxième phase, tu vas aller sur les altcoins, et t'en as des centaines, des milliers. Et troisième phase, si tu veux vraiment aller dans de l'ultra spéculatif, du volatile, eh bien, tu vas aller dans les NFT. Et j'ai l'impression que une fois qu'il y a eu une sorte de valorisation du marché, du Bitcoin, puis de l'Ether, puis des alts, la meute qui cherchait de la volatilité et des choses à faire, à très court terme, j'entends, est allée sur les NFT. Ça a engendré des envolées de prix. Voilà, moi j'ai presque 40 ans, je t'avouerai que j'ai eu l'impression d'être un peu un vieux con, un peu trop vite. En se disant, oui, mais là, le monsieur, il achète une photo d'un cosmonaute dans la Voie lactée pour $60 000 quand même. Oui. Mais les NFT ne sont pas que des œuvres d'art en ligne. Moi, je vois beaucoup de perspectives pour le secteur des jeux vidéo. Qu'en fait, les NFT représentent une épée dans un jeu massivement online. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini de jouer, alors que tu as investi plein d'argent pendant tout ton jeu,
ben voilà, tu peux revendre ton épée qui a plein de points d'expérience. Ouais. Et ça, c'est génial. Et au passage, par exemple, l'éditeur du jeu prend une petite commission. Là, il y a plein de modèles comme ça. Ouais, mais avant, tu jouais à un jeu vidéo, t'allais sur le jeu vidéo, tu t'amusais. Maintenant, les gens vont vouloir acheter les armes et les armures et les casques dans les jeux vidéo auxquels ils jouent. C'est l'arrivée à maturité de cet univers. C'est peut-être aussi le fait qu'avant, c'était un truc d'amateur. Maintenant, ça se professionnalise dans une certaine mesure. Et c'est une des manières de professionnaliser peut-être, de rewarder ceux qui sont les meilleurs. Et on n'a pas attendu les cryptos pour professionnaliser le gaming. Hein. Regarde, le PSG a son équipe de gaming. Pas pour le professionnaliser, mais pour qu'il y ait en tous les cas beaucoup plus de notions d'argent à l'intérieur même des jeux vidéo. J'ai l'impression quand même par moment que le NFT, donc dans une optique de long terme, comme tu le disais, va être un moyen de digitaliser des choses. On va digitaliser des villes, des endroits, tu vas pouvoir acheter des pubs pour mettre dans ta rue une fois que ce sera entièrement digitalisé. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a eu beaucoup de NFT créés parce qu'il y avait tellement de centaines de millions de dollars et de milliards qui circulaient actuellement que des jeunes, certains qui ont très bien réussi, bravo à eux, à 15 ans, 20 ans, 25 ans, se sont retrouvés avec des centaines de milliers de dollars et qui sont allés s'acheter des figurines à 15K parce qu'ils le pouvaient. Et c'est là où moi, on va dire ma question un peu fondamentale, j'aime bien moi me projeter sur l'avenir. Alors évidemment, quand tu fais un peu d'investissement, t'aimes bien te projeter sur l'avenir, hein, mais de me dire, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, je vais me retourner en me disant, en écoutant cette émission et me dire, tu vois, quand on tourne là, vous voyez, et de me dire, putain, mais quelle bande de blaireaux, on comprenait rien. Ou alors surtout, soit on comprenait rien, ce truc est devenu une mine d'or et on était complètement à la ramasse, alors dans le meilleur des cas, c'est marrant, on s'intéressait à des trucs qui sont arrivés, etc. Bon, très bien. Et dans le pire, c'est vraiment se dire, mais en fait, tout ça n'était qu'une bulle et on y croyait, mais comme des débiles mentaux, tu vois. Et se dire, en fait, on alimente ce machin et en fait, voilà. Alors c'est là où tout ça fonctionne aussi ensemble, c'est que dans toute cette blockchain, dans ces NFT, dans ces surspéculations, il y a des endroits où c'est n'importe quoi. Forcément. Et ils font oui de la tête tous les deux, hein, je vous le dis, parce que je veux pas et je les balance. Et donc il y a des endroits où c'est n'importe quoi, et il faudrait pas que ces endroits où c'est n'importe quoi embarquent tout le reste sous prétexte qu'en fait c'est n'importe quoi, allez on met tout dans le même paquet. Et ça, la vindicte populaire peut faire ce genre de choses aussi. Oui, il faut faire confiance au marché, hein. Ouais. Mais c'est pas, enfin, à chaque fois qu'il y a une innovation dans l'histoire du monde et depuis qu'il y a la finance, il y a toujours eu de l'ultra spéculation. Je pense qu'on a eu pareil sur la medtech, je pense que Nicolas tu pourras confirmer. La bulle internet, c'est un peu la même chose, quoi. Il y a eu des exubérances et puis il y a quelques sociétés qui ont émergé et qui sont aujourd'hui des géants. Ouais. Donc pour les cryptos, c'est pareil. Il faut laisser les gens, quitte à perdre leur maison, leur vie, s'ils font n'importe quoi, c'est leur problème. C'est un peu du darwinisme, hein, quand même, mais quelque part ils l'auront bien mérité quelque part. Tu vois. Il faut y aller avec être responsable dans ses investissements. Là, quoi. Les marchés boursiers sont très darwinistes. Hein. Ouais. Voilà, donc pour résumer, on fait pas n'importe quoi, on se met pas all-in sur tout ce qui est crypto et ce qui va autour. Ça, on l'a déjà dit. Écoutez, je crois qu'on a fait quand même un bon tour de tout ça. On peut se projeter un petit peu aujourd'hui, comprendre ce qui s'est passé, se projeter à minima sur la suite, aussi voir les nouveaux acteurs. Vous en parlez, juste évidemment, toi, Grégory, sur donc 21 millions, la newsletter. On tape 21 millions, newsletter Bitcoin, on trouvera sur Google. Exactement. Je mettrai le lien, évidemment. Et puis, si vous venez de ma part, vous aurez... Un gros bisou. Un gros bisou, c'est déjà ça. J'ai essayé en période de Covid, un gros bisou masqué, en tout cas. Écoutez, j'avais rien négocié pour vous avant, donc voilà. Je crois que j'avais essayé sur le pas de la porte la dernière fois quand t'es parti, mais j'ai rien eu, donc voilà. Désolé. Bref, il faudrait que tu fasses un NFT spécial. Vous aurez du contenu de qualité. Voilà, du contenu de qualité, et c'est déjà très bien. Voilà. Et toi, Nicolas, on te suit. Alors déjà, j'ai pas souhaité un bon anniversaire à Zone Bourse parce que tu me disais que ce week-end, t'as bien tenu maintenant, donc je peux me moquer un peu plus de toi, mais était les 20 ans de Zone Bourse, donc vous avez fêté ça dignement. Donc bon
anniversaire à Zone Bourse. Et toi, on te suit sur Zone Bourse, sur Twitter aussi beaucoup. Il y a beaucoup de gens de la Martingale qui t'ont contacté aussi à la suite de notre précédent épisode, que je vous recommande aussi, nos précédents épisodes respectifs. Ils sont bien, ils sont toujours valides. Et voilà, n'hésitez pas à vous ajouter, à ajouter mes deux invités sur LinkedIn, sur Twitter, sur Insta, où vous voulez, sur les newsletters. Nicolas a un OnlyFans. Un OnlyFans, ok. Paraît-il, très bien, j'attends de voir ça. Non, toujours pas. Mais j'ai une petite newsletter, oui, gratuite sur nicolaschiron.fr. Ouais. Très bien. Et ben voilà, la sienne est gratuite, l'autre est payante, vous choisissez. Non, il y a une version gratuite de 21 minutes. Oui, c'est vrai. C'est pas voilà, toi, c'est vraiment ton job full-time, donc voilà. C'est quand même vraiment parmi les mines d'or, là où on peut trouver beaucoup de choses très précises. Peut-être que si vous êtes beaucoup à vous inscrire, peut-être que j'aurai une version gratuite offerte. Tu vois, je vais quand même essayer de... Je sais pas, combien tu m'offres une version, à combien de 10 000 10 000. Oh, t'es vache quand même. T'es vraiment très très vache. Alors là, j'ai jamais vu une barre de fer. Allez, 10. Est-ce que t'as un concurrent direct que je puisse l'inviter la prochaine 10. Pour l'instant, non. Venez de ma part, dites-le bien en tout cas. Voilà. Et puis non, j'étais ravi de cet épisode. Je sais pas si c'est fouillis pour vous qui nous écoutez. Moi, ça ne l'est pas. On part un peu sur beaucoup de sujets, mais c'est tous ces sujets qui font les cryptos, qui font vraiment la beauté, la profondeur de ce qu'on vit. Moi, j'aimerais évidemment qu'on soit pas dans le scénario où on regarde tout ça avec du recul en se disant mais quelle bande de bus on était, on y a cru à tout ça alors que c'était juste une bulle et qu'il se passera jamais rien. J'y crois assez fort quand même. Et comme tu le dis, Grégory, je pense que il y a quand même des gens qui ont cru ça de la bulle Internet à un moment, qui se sont dit en fait Internet ça ne marchera jamais alors que ça faisait déjà 5 ans que ça existait, que ça marchait déjà en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il est possible qu'on passe par une période en effet où on se fasse tous rincer sur les cryptos, mais que dans 20 ans, il y ait quelque chose de... J'en suis persuadé. Il faut, pour finir, je donnerai juste une stat. Entre 2019 et 2020, le nombre d'utilisateurs de crypto a été multiplié par 3. Et en fait, cette multiplication de par 3, tous les ans, elle est valable depuis le début. Et donc, c'est pas encore populaire aujourd'hui. Non, on est encore France, au tout début. On est encore au tout début. Là, les gens ont l'opportunité en fait, d'investir dans l'Internet de demain, alors que c'était pas possible. Même si en 2000 vous connaissiez Google, vous ne pouviez pas investir dedans. Il fallait faire partie du Gotha. Là, aujourd'hui, vous pouvez investir dedans. Bien sûr, pas tout, mais... allez, pour finir, pas une crypto dans laquelle investir, parce que je demanderai pas ça, mais si vous aviez une crypto à regarder dans les 100 premières qui ne sont pas Bitcoin et Ether... Au risque de vous décevoir, c'est Bitcoin et Ether. D'accord. Vous êtes tous les deux d'accord là-dessus. Voilà. Ouais, complètement. Ouais. Je me suis pris un gros bouillon sur Dash, moi. Donc du coup, je me suis dit à un moment, c'est pas possible. En fait, c'est ce fear of missing out qui est là. Je me suis mis, je l'ai partagé récemment sur ce site qui s'appelle CoinMarketCap, là, sur lequel il y a les trending, voilà. Et je regardais un moment à me dire, ok, je vais essayer vraiment de pas louper la prochaine qui va tout casser. En fait, je me suis brûlé les doigts à chaque fois. Donc... il faut pas forcément vouloir chercher le nouveau Bitcoin. Le Bitcoin actuel est déjà très bien. Mais pour répondre quand même un peu plus précisément à ta question, il y a des projets intéressants autour des blockchains d'infrastructure, donc c'est-à-dire les concurrents d'Ethereum. Mais c'est des plateformes qui ont encore très très peu d'utilisateurs, où il y a beaucoup de spéculateurs qui achètent le token en espérant que le projet va se valoriser. Donc on peut parler de Solana, Avalanche, Elrond. C'est des projets intéressants qui arrivent à résoudre pas mal de problèmes qu'Ethereum a. Mais Ethereum a les développeurs, a les utilisateurs. Et c'est ça le plus important. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de challengers, mais personne encore au niveau. Solana, Avalanche et tu as dit par exemple là. Elrond. Il y a Luna aussi qui est intéressant. Il y a beaucoup de projets de blockchain d'infrastructure. Le truc, c'est que sur ce genre de crypto, on voit des vagues spéculatives énormes se faire. Les cours font x10 en 3 mois parce que tout le monde court dessus. Et puis derrière, on peut se prendre des moins 50 assez facilement. Non, mais tu peux te dire, tu vois, là où je pose cette question, ce serait plus pour moi me dire, ok, je vais mettre 100 € sur chacune.
et puis je les oublie, quoi. Ouais. C'est vraiment 100 euros. Alors là, comme dans une start-up en seed, quoi, c'est vraiment de me dire, c'est 100 euros que je vais potentiellement perdre, mais peut-être que sur un des 10, il y en a une où je ferai x100, x1000, t'en sais rien. Tu vois. Ces projets sont déjà trop connus pour qu'on puisse espérer des x100. Ok. Donc faut pas imaginer mettre 100 euros et se retrouver avec 1 million un jour, quoi. D'accord. Non, mais par contre, si ces projets-là arrivent à attraper des utilisateurs, à créer des écosystèmes, oui, il peut y avoir des plus-values très très intéressantes. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, Bitcoin et Ethereum, et c'est très bien. Ok. Écoutez, on a fait un bon tour. C'était prévisible, je le savais. Je vous remercie en tout cas de tout ça. On redit 21 millions à la newsletter crypto. L'actu sur les crypto-monnaies, Nicolas Chéron, Zone Bourse, nicolaschéron.fr. Et pour OnlyFans aussi. Pour OnlyFans aussi, voilà. Bon, ce sera l'objet d'un autre podcast où je vous ferai venir tous les deux. En vidéo. En vidéo, voilà. Avec vos prestations respectives. Je vous remercie en tout cas. Et puis bah voilà. Si on vous suit, en plus, on verra, j'imagine, plein de vous parler de certains événements où vous allez, etc., où vous vous retrouvez. C'est aussi l'occasion potentiellement d'y aller aussi. J'imagine que vous en parlez sur vos différents supports, et ça c'est pas mal parce que si on veut en savoir plus, il faut rentrer dans le milieu, quoi. Allez, à bientôt. On se refera ça probablement dans 6 mois pour défoncer tout ce qu'on a dit. Avec grand plaisir. Merci Mathieu. Ciao, Merci beaucoup. salut. Merci à vous tous de suivre La Martingale. Merci d'en parler autour de vous, de m'écrire aussi. Voilà, je vois encore beaucoup de gens. Alors c'est drôle, en ce moment, je vois des gens qui découvrent La Martingale toujours sur Génération Do It Yourself, notamment quand j'en parle. Mais je vois aussi donc des gens de La Martingale, et ça c'est assez nouveau pour moi, qui découvrent que j'ai un autre podcast qui est aujourd'hui à peu près 5 fois plus gros que La Martingale, donc qui s'appelle Génération Do It Yourself. Donc si vous le connaissez pas, je vous recommande plein d'épisodes. J'espère en effet enregistrer prochainement avec l'un des fondateurs de Sora et Sorare. Sora, c'est une boîte française, autant profiter. Voilà, un régal, des podcasts très longs mais très instructifs. Donc voilà, une newsletter aussi que j'envoie. Alors il y a la newsletter de La Martingale et il y a ma newsletter sur Génération Do It Yourself, gdiy.fr/mail. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et merci de tous vos messages, de toutes vos propositions. Je suis en train de chercher quelque chose sur la défiscalisation, même si c'est pas un sujet que je creuse à fond, parce qu'on l'a dit, c'est bien de payer des impôts quand tu gagnes de l'argent, mais bon, ça mérite de se creuser. Voilà. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.